Bonjour à toutes et à tous. Business, transition écologique, engagement sociétal des entreprises. Au programme de cette nouvelle semaine de Smart Impact, voici le sommaire de ce lundi 16 novembre. Un géant mondial de la technologie Siemens, bâtiments intelligents, production d'énergie décentralisée, digitalisation de l'industrie. On va explorer les engagements environnementaux du groupe. Le zoom de cette émission porte sur la responsabilité des actionnaires. Comment peuvent-ils accompagner la mutation des entreprises accélérée par la crise sanitaire? Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, vous découvrirez Green Trip, une plateforme française de tourisme durable. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Doris Birkhofer, bienvenue. Ravi, merci beaucoup, ravi d'être avec vous. Vous êtes la directrice Smart Infrastructure France et Belgique de Siemens. Votre métier, c'est quoi? C'est de rendre nos bâtiments, les bâtiments publics et privés, plus intelligents, moins gourmands en énergie? Voilà, donc Siemens Smart Infrastructure, en fait, c'est l'univers où la gestion de l'énergie rencontre justement le bâtiment. Oui. Et là, il y a plein d'opportunités en termes d'efficacité énergétique, comme vous l'avez dit, de rendre le bâtiment plus intelligent au service de son utilisateur. Il ne faut pas oublier que l'être humain passe 90% de son temps dans un bâtiment. Et les bâtiments consomment à 40% de notre énergie. Donc, il y a plein de choses à faire dans ce contexte-là. Oui. Sur des bâtiments neufs ou alors sur la rénovation de bâtiments? On peut prendre un vieux bâtiment et vraiment le... C'est ça, tout à fait. Il faut faire quoi? Il faut le désosser, il faut le réinventer quand on prend un bâtiment qui existe déjà? Voilà, donc dans le passé, les bâtiments étaient statiques. Il y avait très peu de communication entre les bâtiments. Bon, aujourd'hui, on peut faire deux choses pour rendre les bâtiments plus efficients en énergie. Vous travaillez sur la partie passive. Donc là, on parle de rénovation, de l'isolation, par exemple. On échange les fenêtres et tout ça. Mais la partie qui est assez intéressante, c'est la partie active. Donc tout ce qui est autour de l'éclairage, par exemple, le chauffage, la climatisation. Donc on peut mettre plein de capteurs qui vous permettent de mesurer en fait les consommations. Et en fonction des besoins de l'utilisateur, vous pouvez piloter les choses de façon beaucoup plus intelligente. Et l'utilisateur lui-même devient aussi acteur là-dedans. Alors j'imagine que la réponse dépend du bâtiment, de la superficie, etc. Mais on peut faire économiser combien sur le budget de l'énergie à un bâtiment public ou privé? Vous l'avez modélisé, ça? C'est très difficile à dire. Ça dépend vraiment du point de départ. Mais si vous prenez l'exemple de l'éclairage, par exemple, si vous échangez des lumières traditionnelles avec des LED, par exemple, vous pouvez réduire jusqu'à 70%. Donc ça, ce sont des exemples vraiment avec un impact majeur. Et je pense, et c'est aussi l'intention du plan de relance, par exemple, avec la rénovation thermique des bâtiments, si dans le public, de réduire par 50% l'utilisation en fait, la facture énergétique, aussi l'empreinte carbone. Donc ça, ce sont tout à fait des objectifs atteignables. Alors Siemens France, quelques chiffres, 6 000 collaborateurs dans notre pays, 1,8 milliard de chiffre d'affaires, dont 28% à l'export, 19 sites de recherche et développement et d'ingénierie, 40 agences, 11 sites industriels et une présence en France depuis 170 ans, avec des engagements en matière de RSE qui sont importants aussi. Quels sont-ils ? Voilà, donc il faut, et merci de rappeler aussi la présence de Siemens en France depuis très longtemps. Donc Siemens a été fondé en 1847 par Werner von Siemens. C'est un monsieur qui était un inventeur, un visionnaire. En fait, il a fait une invention qui était assez intéressante à l'époque. C'était un télégraphe pointeur qui permettait d'envoyer des messages beaucoup plus rapidement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que dans le passé, pour envoyer un message de l'Angleterre en Inde, il fallait 30 jours. Avec son invention, c'était 30 minutes. Donc, il a révolutionné la façon de laquelle les gens interagissent. Il a aidé à faciliter le commerce international et autres. Et avec cette idée, avec cette philosophie, Siemens, depuis son existence, voulait toujours faire des choses qui avaient un impact sur la société. Donc, à l'époque, c'était la télécommunication, l'électrification. Aujourd'hui, les défis sont différents. C'est le changement climatique, par exemple. C'est l'urbanisation. Il faut savoir qu'en 2050, 68% du monde va vivre dans des villes. Donc,
ça, c'est les enjeux de notre temps. Et Siemens cherche à chaque fois de trouver des réponses à ces enjeux. Donc, trouver des réponses, puisqu'on parle des villes du futur, c'est inventer des bâtiments qui, effectivement, seront moins énergivores, vont être autonomes aussi, créer leur propre énergie. Voilà, ça fait partie de la réflexion. Par exemple, voilà, donc les bâtiments étaient consommateurs. L'idée, c'est qu'ils deviennent prosumer, on dit ça, donc aussi de producteurs d'énergie, et de contribuer donc à la création, à la production d'énergie de façon beaucoup plus intéressante ou intelligente. Et en fait, ce que Siemens a fait sur ces enjeux du futur, donc il y avait en 2015, les Nations Unies ont défini les 17 objectifs de développement durable. Et Siemens a utilisé ce cadre de référence pour définir ses propres objectifs. Et donc, après, à évaluer sur lesquels est-ce que je peux avoir un grand impact, un impact moyen et un impact mineur sur 3 dimensions, en fait, à travers les productions, les produits et solutions que nous proposons à nos clients. Et notre portfolio nous permet de le faire. Après, à travers sa propre action, en fait, en mettant en place des mesures dans notre société, dans notre entreprise. Et après, plutôt indirectement, à travers notre rôle dans nos communautés. Et à travers ça, nous avons vraiment un cadre qui nous permet de mesurer ce qu'on fait. Et Siemens était la première multinationale, même avant les accords de Paris, de définir un objectif de neutralité carbone. Et vous en êtes où ? En fait, l'objectif était d'atteindre une neutralité carbone en 2030, pas 2050. D'accord, oui, donc c'est beaucoup plus tôt. De Paris. Voilà, on est aujourd'hui à la moitié. On est à la moitié et c'est en fait aussi le planning. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que les premières économies sont les plus faciles à faire. Tout à fait. Je me suis dit que vous allez dire ça. Voilà. Maintenant, bien sûr, on a un plan d'action de continuer à mettre en place des mesures. Ça veut dire quoi, par exemple ? Voilà. Alors, il y a toujours deux volets. Donc, pour nous, c'est consommer mieux et consommer moins. Donc, consommer mieux, c'est continuer à utiliser davantage des énergies vertes. Aussi, les énergies décentralisées, par exemple, mettre des panneaux photovoltaïques sur nos sites industriels. Et consommer mieux, c'est justement l'efficacité énergétique dont on avait parlé. Il ne faut pas oublier, Siemens a 2500 sites majeurs dans le monde entier. On a en fait une entité qui gère notre parc immobilier. Ils ont dépensé les 4 dernières années 100 millions d'euros pour avoir un impact sur notre empreinte carbone. Et avec ça, on va aussi générer des économies. Donc souvent, on dit, ouais, mais ça coûte plus cher. Oui, non, en fait, parce que oui, il faut dépenser, il faut investir, mais après, on les voit aussi dans nos propres dépenses. Mais ça veut dire que ça passe par la recherche et le développement, forcément, par l'innovation ? Tout à fait. Siemens est la première société européenne en nombre de brevets déposés. Et l'innovation, c'est un peu notre quotidien. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Vous sélectionnez des startups aussi pour vous accompagner. Vous pouvez nous en dire un mot de ça ? C'est ça, on travaille avec des startups. Là, par exemple, Siemens a un incubateur qui s'appelle Next47, à travers lesquels on met beaucoup d'argent dans des startups qui ont des avancées technologiques avec nous n'ont pas forcément. Après, on réfléchit aussi sur quelques projets. Par exemple, le BIM, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc, le jumeau digital du bâtiment. Donc là, on travaille avec des startups, avec leur, vitesse et leur agilité et notre savoir-faire. On combine ces deux éléments-là pour travailler ensemble sur des projets. Comment ça fonctionne en détail, ce jumeau digital du bâtiment ? Ça sert à quoi ? En fait, vous avez l'architecture d'un bâtiment et en fait, ce que vous faites, vous le visualisez en digital. Et donc, vous avez ce jumeau, il vous permet de connaître un peu la construction du bâtiment. Après, vous pouvez aussi utiliser le jumeau digital pour le connecter avec votre hyperviseur. L'hyperviseur, c'est en fait l'outil qui pilote tous les éléments du bâtiment, les lumières, les éclairages, les volets. Et donc, en connectant les deux mondes, ça vous ouvre des possibilités que, normalement, vous n'aurez pas forcément. Vous pouvez aussi utiliser pour la maintenance, par exemple, quand vous promenez dans des bâtiments parce que vous pouvez les visualiser devant, même dans des lunettes ou des casques virtuels. Donc là, il y a plein d'opportunités dans ce monde-là. Dernier mot, il nous reste un peu plus d'une minute. On parlait des objectifs de neutralité carbone du groupe Siemens. Donc là, on est dans une ambition mondiale.
C'est Oui, bien ce que tout à vous nous fait. disiez, hein, on est bien d'accord Et là-dessus. on a mis en place aussi plein de choses en France dans ce sens-là. Alors rentrons dans les exemples français, allez-y. Donc on a une usine, par exemple, à Haguenau, en Alsace, qui est une usine qui produit des capteurs de haute technologie avec 900 collaborateurs, qui a en fait reçu aussi le label de la vitrine de l'industrie du futur. Et là, nous, en fait, c'était mon client interne parce que c'est l'autre division. Donc on a mis en place un programme d'efficacité énergétique avec plein de sujets. Donc échange complet des lumières, de l'éclairage. Après, l'utilisation du chauffage, en fait, d'une usine d'incinération de déchets à côté. Une façon très intelligente de gérer la climatisation en utilisant quand vous climatisez, normalement, vous utilisez beaucoup d'énergie. Là, il y a une technologie qui s'appelle le free cooling, qui vous permet d'utiliser l'énergie dès que la température extérieure est plus basse que votre température intérieure. Vous utilisez cette température pour refroidir et pas l'électricité. Donc, avec ça, l'usine a réussi à baisser de 25% son empreinte carbone et aussi de faire des économies. Et ben voilà, on est dans des exemples concrets de ces engagements. Merci beaucoup, merci Doris Birkhofer. À bientôt sur Bismart. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, notre zoom, un gros plan sur le rôle des actionnaires dans cette transition écologique. C'est le Zoom de Smart Impact et il concerne le rôle des actionnaires dans les engagements sociétaux, environnementaux des entreprises. Bonjour Olivier Deguerre. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Fitrust, c'est un fonds d'engagement actionnarial et vous organisez demain, ce mardi, une conférence sur la responsabilité des actionnaires. Cette responsabilité, est-ce qu'elle vous semble encore plus cruciale aujourd'hui dans ce contexte de crise sanitaire, de crise économique ? Ah oui, elle est encore plus cruciale. Elle a beaucoup bougé parce qu'il y a une quinzaine d'années, on ne parlait pas de responsabilité des actionnaires. Les actionnaires achetaient des titres et puis ils les revendaient quand ils avaient fait une plus-value. Et puis la responsabilité, c'était le conseil d'administration, les dirigeants, s'il y en avait une. Depuis une quinzaine d'années, il y a un énorme changement. Tout ce qui s'est passé avec l'accord de Paris sur le climat a accéléré. Et je pense que la crise Covid aujourd'hui accélère énormément la responsabilité des actionnaires qui se rendent compte que en plaçant leur argent dans une entreprise, selon le choix de l'entreprise qu'ils font, l'argent va être utilisé de manière plus ou moins responsable. Donc il y a un vrai changement, et notamment les institutionnels, les premiers, qui ont changé depuis 5-6 ans, et le législateur qui a amené les investisseurs institutionnels à bouger sur ces sujets-là. Ça fait 15 ans que vous portez cet engagement actionnarial. Quand même, est-ce que vous n'avez pas eu pendant un certain temps le sentiment de prêcher dans le désert avec cette idée? Totalement. Jusqu'à l'accord de Paris, on a eu l'impression de prêcher dans le désert, parce que beaucoup de gens nous disaient « vous devriez être consultant, vous n'êtes pas actionnaire ». Et on disait « mais si, nous on faisait toujours la comparaison en disant c'est comme quand vous êtes dans un immeuble, dans une copropriété, si vous n'allez pas à l'Assemblée générale des actionnaires et discuter sur les sujets qui ne vous vont pas, on prend des décisions qui sont contraires à ce que vous avez, votre intérêt. Mais la logique, elle est liée, je pense, principalement au fait que vous avez eu une internationalisation des gestions, la création d'OPCVM de fonds, et que quand vous avez 2000, 3000, 4000 sociétés dans le monde à gérer, vous ne vous occupez pas de ces sujets-là. Heureusement, ça a petit à petit évolué, et ça s'est très fortement accéléré avec les questions climatiques. Avec l'accord de Paris. Mais c'est possible de peser quand on est un actionnaire minoritaire ? Alors, nous sommes tout petits, parce que nous sommes un petit acteur de gestion. Mais il se trouve que quand vous avez des sujets que vous identifiez qui sont importants, on peut se retrouver avec un certain nombre de grands investisseurs français internationaux qui ont les mêmes préoccupations, qui ont les mêmes soucis, parce qu'ils investissent sur 20, 30, 40, 50 ans et qui donc rejoignent sur un certain nombre de sujets. Donc on a été très soutenus. On a déposé 47 résolutions en 15 ans sur les entreprises du CAC 40. Pendant des assemblées générales. On est seul à l'avoir fait ça. En ayant toujours discuté avec... Mais quand vous faites ça, pardon de vous interrompre, vous êtes soutenu par des actionnaires plus puissants parce que pour groupe, c'est ça, discuter, pour déposer une résolution, il faut 0,5% du capital. Donc en gros, sur une société comme Total, c'est 800 millions, 1 milliard d'euros d'actifs. Donc il faut être à plusieurs. Les très gros pourraient, mais les très gros sont souvent en risque de conflit d'intérêts, parce que ça peut être des clients, des partenaires. Donc le fait d'être indépendant permet de déposer des résolutions et d'aller voir un certain nombre de gens qui pensent les mêmes sujets, qui sont prêts à soutenir parce qu'ils ont le même intérêt commun, c'est de faire progresser l'entreprise de manière constructive et non pas de manière pour la détruire. On n'est pas des activistes, on est là pour, en tant qu'actionnaire, jouer notre rôle. Je dirais qu'il y a un certain nombre d'années, on disait quand on n'était pas content avec un dirigeant, on vendait avec ses pieds, on vendait le titre. C'était un peu on sortait. Vous avez eu un mouvement très récent qui s'appelait de désinvestissement sur l'industrie fossile.
Mais nous, on préférait, par exemple, pour Total, aller discuter avec Total pour les faire bouger plutôt que de vendre Total. Parce que si on vend Total, on ne peut plus discuter avec eux. Donc c'est l'exemple parfait qu'on peut, en allant discuter avec les dirigeants, bouger, leur faire prendre conscience, un peu comme un lanceur d'alerte, et remonter un sujet sur le haut de la pile, c'est important pour les actionnaires. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes plutôt un consultant, ou qu'on vous a dit que vous êtes plutôt un consultant. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'on était plutôt un consultant, et aujourd'hui, les gens se rendent compte que finalement, c'est l'acte de gestion, que quand vous investissez dans une entreprise, vous êtes co-responsable, co-actionnaire, et que donc vous élisez le conseil d'administration. Donc vous, d'une certaine façon, si le conseil d'administration ne met pas en œuvre de la façon dont vous pensez que c'est important, vous pouvez les interroger, les interpeller. Et à ce titre, l'Assemblée générale est un lieu très très important. C'est pour ça que la crise actuelle est aussi un enjeu majeur pour les actionnaires, parce que la digitalisation et des assemblées générales qui deviennent totalement virtuelles fait que les actionnaires n'ont pas la même manière de poser des questions. On peut vous filtrer les questions par SMS ou les pré-questions. Donc, c'est plus difficile de peser. C'est pas plus difficile, c'est que vous avez moins de filtres. Plus de filtres, pardon. Si vous êtes en assemblée générale et que vous posez la question, on vous écoute. Si vous êtes par SMS et qu'on refuse la question, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc on pense que c'est des lieux très importants. Et l'assemblée générale est un lieu fondamental que j'ai appris petit à petit à connaître, parce qu'on fait toutes les assemblées générales depuis 15 ans. Et vous sentez une entreprise, vous sentez les dirigeants, vous sentez le conseil d'administration, vous voyez les questions. Et vous vous rendez compte qu'il y a certaines assemblées générales où les dirigeants ne répondent pas bien aux questions des actionnaires. Avec quoi? Avec une sorte de mépris ou d'impréparation? Comment vous l'analysez? J'ai une histoire qui est très intéressante. Au moment de la crise de 2008, vous avez un certain nombre de petits porteurs, on dit toujours petits porteurs, qui ont posé des questions, tous les mêmes, en disant: Monsieur le Président, vous financez l'immobilier, la banque d'affaires, la banque de trading, nous on a des enfants, pourquoi vous ne financez pas les entreprises françaises pour qu'ils créent des emplois? Et les dirigeants de toutes les grandes banques européennes: nous comprenons très bien vos sujets parce que nous avons aussi des enfants, mais vous savez, vous êtes actionnaire et il y a moins de risques à être dans l'immobilier, dans le trading, que de financer les entreprises. Et c'était très intéressant, c'était une analyse de risque en tant qu'actionnaire. Et c'était eux qui avaient raison, les petits actionnaires. Voilà, donc, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, je pense que dans beaucoup d'entreprises, ils écoutent leurs actionnaires, qu'ils soient petits ou gros, et ils essayent de prendre en compte leurs attentes pour faire évoluer, parce qu'ils se rendent compte que la société civile a énormément changé. Les jeunes ont besoin de sens. Il y a une pression de la société civile, ça concerne les actionnaires qui sont aussi des citoyens, les consommateurs qui sont aussi des salariés, enfin vous voyez, tout ça se mélange. Mais, et on le voit beaucoup dans cette émission, dans Smart Impact, il y a énormément d'entreprises, petites et grandes, qui sont en train de réfléchir à leur modèle, voire en train de changer leur modèle. Est-ce que vous diriez que certaines ne voulaient pas le voir, qu'il fallait changer de modèle, et que la crise sanitaire, depuis presque un an maintenant, les oblige à ouvrir les yeux? Je pense que ça a accéléré, de manière très fondamentale, des tendances qui étaient ressenties, qu'on pensait peut-être pas urgentes, mais qui on se rend compte aujourd'hui, il faut les accélérer. Le plus important, on voit très bien, c'est le digital. Aussi bien au niveau de la société civile que les entreprises, le passage au digital s'est accéléré de manière absolument rapide. Les vidéoconférences, peut-être trop d'ailleurs, mais parce qu'on perd le contact, mais en tout cas, il y a eu un changement rapide. Ce que toutes les entreprises ont compris, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise déjà la crise du climat et la crise Covid, c'est qu'elles sont mortelles. Et moi, je raconte toujours, quand je vois des dirigeants, je parle toujours de Kodak. Kodak est une entreprise qui a disparu. Or, c'est une des plus belles entreprises il y a 40 ans. Donc toutes les entreprises ont compris qu'elles pouvaient être mortelles. Et donc dans ce sens-là, je pense que la plupart des dirigeants et d'entreprises sont en train de réfléchir à comment intégrer une évolution de tous ces changements-là, ou ces incertitudes dans leur business model. Et je pense qu'on va avoir des évolutions stratégiques majeures dans les entreprises dans les années à venir. Vous choisissez, vous accompagnez les entreprises innovantes. Vous êtes dans cette logique-là avec Fitrust. Alors, comme on est quand on parle d'engagement extérieur sur le CAC 40, l'innovation est un sujet majeur, effectivement, mais elle est dans toutes les couches de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement pour une partie ou une autre. Et je pense que le grand enjeu que nous avons dans toutes les entreprises aujourd'hui, c'est ce passage à la digitalisation, à l'innovation. Mais vous avez l'innovation digitale, mais vous avez aussi l'innovation sociale. Et on travaille beaucoup sur les questions d'innovation sociale pour essayer de pousser à des logiques d'innovation sociale. Par exemple, au moment de la crise, on a envoyé des lettres à un certain nombre d'entreprises du CAC 40 en disant: si vous payez des dividendes, est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir à affecter une partie de ces dividendes pour votre écosystème,
comme Danone l'avait fait en 2008, au moment de la crise de 2007-2008, parce que toutes vos parties prenantes, vos sous-traitants, vont énormément souffrir, alors que vous souffrirez peut-être moins. Donc je pense qu'il y a une vraie question de rénover les business models. Ça peut sembler paradoxal de la part d'un actionnaire de dire de distribuer moins de dividendes et utiliser cet argent autrement. Ah ben c'est paradoxal et c'est un des sujets majeurs de 2020-2021. Ouais. C'est comment est-ce que les entreprises vont gérer la crise. En gros, est-ce qu'elles vont limiter au niveau des sous-traitants, je dirais, les coûts? Est-ce qu'elles vont limiter les équipes parce que ça coûte trop cher pour être le plus rentable possible ou perdre le moins d'argent possible? Alors il y a des secteurs qui sont très complexes, hein, tous les secteurs de l'hôtellerie, du voyage, etc. Mais il y a d'autres secteurs où quand même aujourd'hui il y a des réflexions par rapport à ça. Et nous, ce qu'on leur dit, attention, parce que les marchés existent, vous avez une capacité humaine au sein de notre entreprise qui connaît l'entreprise, des compétences, faites attention de ne pas les perdre. Et donc vous devez réfléchir à peut-être accepter de garder vos compétences, quitte à ce que ça coûte de l'argent, pour rebondir de manière plus rapide dans 2-3 ans. Vous avez employé tout à l'heure le terme activiste. Est-ce qu'on vous prend pour un activiste? Et d'ailleurs, c'est quoi un actionnaire activiste pour vous? Alors, on nous a beaucoup pris pour des activistes. Alors, un actionnaire activiste, c'est un actionnaire qui voit un sujet dans une entreprise, essaye de changer l'entreprise en agissant de manière plus ou moins publique au niveau des dirigeants, avec l'optique à terme de vendre plus cher son action et donc de faire un gain financier. Okay. Nous, on est en gestion indicielle. On fait le CAC 40 et on essaye de faire mieux que le CAC 40 dividendes réinvestis. Donc on est là depuis 15 ans dans toutes les entreprises du CAC 40. Alors quand elles changent, on change évidemment, mais non. Donc on n'est pas un activiste au sens qu'on n'est pas là pour découper l'entreprise et faire une plus-value. On est par contre là en disant, en tant qu'actionnaire, nous avons un enjeu majeur, c'est que l'entreprise prenne en compte tous ces enjeux globaux pour être la plus performante possible dans 5, 10, 15, 20 ans. Et c'est des enjeux globaux. C'est en gouvernance, bien évidemment, mais c'est environnemental et social. Et c'est ces trois éléments qui sont devenus récemment, je crois, des éléments fondamentaux qui ne l'étaient pas avant. Avant, on ne parlait que de la gouvernance et du financier. Maintenant, on parle beaucoup plus d'environnement. Et j'espère qu'on va parler du social. Je ne suis pas sûr qu'on parle tellement du social, mais j'espère que ça va devenir un sujet majeur dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci Olivier Deguerre. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, Smart Ideas, la bonne idée du jour. Je vous emmène dans le secteur du tourisme, justement, on en parlait. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours, avec Green Trip aujourd'hui. Bonjour, Nol Wensil, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de cette entreprise, une plateforme de réservation d'hébergement. Si j'osais la comparaison, c'est un Airbnb éco-responsable, c'est ça ? Alors, on pourrait comparer comme ça, mais pour être exact, c'est en fait des hébergements éco-responsables en France. Donc, ce ne sera pas chez l'habitant. Donc, pour la comparaison, ce serait peut-être plus un booking éco-responsable. Okay. Donc voilà, nous, notre mission, c'est de démocratiser les hébergements éco-responsables en France et de permettre d'accélérer la transition écologique du secteur en proposant du coup des hébergements éco-responsables aux voyageurs qui le souhaitent. Vous l'avez créé quand, cette entreprise ? C'est tout nouveau, donc on a lancé la plateforme en juillet. Là, on avance, on est à fond sur cette plateforme. Et en fait, on a créé une charte inspirée des critères des écolabels. Donc en fait, sur la plateforme, 100% des hébergements sont éco-responsables. Et pour que ce soit le plus lisible possible pour les voyageurs, on a 4 niveaux. Donc il y a un premier niveau qui est débutant, donc où il faut y avoir 10% pour pouvoir entrer, de critères de notre charte. D'accord. Ensuite, à partir de 50%, l'hébergement est responsable. À partir de 70%, il est écolo. Et à partir de 90% des critères, il est super écolo. Alors ça, on reviendra sur les labels après parce que c'est un sacré maquis, mais ça c'est intéressant. Ça veut dire que vous accompagnez aussi des hébergeurs, si j'ai bien compris, sur un chemin vers l'éco-responsabilité. Vous les gommez pas. Quand on est à 10%, on peut être sur votre site. Exactement. En fait, contrairement, donc, comme vous l'avez dit, au label, donc on ne veut pas simplement, on veut pas récompenser l'excellence, mais on voudrait mettre en lumière les hébergeurs qui font des efforts et même ceux qui sont au début de leur démarche. C'est pour ça qu'on a ces différents niveaux. Donc il y a des hôtels ? Oui. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve sur votre site ? Sur notre site, il y a des hôtels, il y a des chambres d'hôtes, il y a des hébergements insolites. Donc vous pouvez avoir autant des écologes dans la forêt comme un hôtel tout confort en plein Paris. Voilà. Donc il y en a pour tous les budgets et tous les goûts.
ce type d'offre. Ça n'existait pas ou alors vous avez des concurrents et vous venez sur un marché qui existait déjà? On a des concurrents. Donc en France, il y a plusieurs plateformes qui sont en train de se lancer. Donc nous, en fait, on est content en fait de voir ça parce que c'est-à-dire que on va tous ensemble pouvoir faciliter la transition du secteur du tourisme. Et travailler ensemble pour un monde du tourisme plus durable. Ouais. Alors, c'est beau d'avoir un discours optimiste dans un secteur comme celui-là qui est particulièrement frappé par la crise sanitaire, ce double confinement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre activité, là, aujourd'hui, elle est totalement en sommeil, par exemple? Alors oui, typiquement aujourd'hui, elle est totalement au sommeil. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on prépare le monde de demain. Donc cette situation, effectivement, elle est très embêtante, mais ça va se résoudre. Et donc nous, on fait tout pour être prêts quand les Français pourront voyager de nouveau. Parce que vous êtes une toute jeune entreprise, donc vous n'avez pas encore de charges trop importantes, c'est ça? Oui, pour l'instant, on est 3 cofondateurs. Ouais. Heureusement, on a des personnes très talentueuses qui nous aident sur différents sujets. Donc voilà. Vous espérez rebondir plus vite que d'autres dans ce secteur du tourisme avec cette offre-là? Vous pensez que la crise sanitaire, économique, elle a fait prendre conscience à pas mal de Français qui ne pouvaient plus voyager de la même façon, choisir leur lieu d'hébergement de la même façon? Oui, nous, on en est persuadés. Et d'ailleurs, il y a des chiffres, il y a 74% des Français qui souhaitent que des solutions soient mises en place rapidement. Pour autant, il n'y a que 15% des Français qui ont déjà fait de l'écotourisme. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, il y a un monopole des plateformes, Booking, Expedia, Airbnb, qui ne mettent pas du tout en lumière ces démarches. Donc en fait, on a d'un côté des hébergeurs qui font des efforts, de l'autre des voyageurs qui souhaitent changer leur mode de consommation. Et en fait, ils ne se rassemblent pas. Donc nous, en fait, on veut créer la plateforme pour que les autres et les voyageurs qui partagent les mêmes valeurs puissent se rencontrer. Alors, je reviens à la question des labels. Je parlais de Maki, parce que c'est vrai qu'on s'y paume complètement. Comment vous faites? Vous avez sélectionné, vous avez passé du temps à étudier chaque label avant d'en choisir? Oui, bien sûr. Mais en fait, nous, on s'est inspiré des critères de l'écolabel européen. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine de labels. C'est assez compliqué. Surtout, ce n'est pas du tout lisible pour les voyageurs. Donc ça me rassure, c'est pas moi qui suis totalement neuneux alors. non, mais okay, en fait, il y en a vraiment une dizaine. Il y a des labels français, des labels internationaux, des labels européens. Donc en fait, nous, c'est pour ça qu'on veut permettre plus de lisibilité. Et surtout, on veut pouvoir inclure tous les hébergements qui sont dans une démarche. Parce qu'un label, ça va jusqu'à 4 000 € par an pour les hébergeurs. Donc c'est un vrai budget. Et en plus, aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment mis en valeur. Donc c'est pour ça que nous, on aimerait le faire. Merci beaucoup, merci Noel Wensil, bon vent à Green Trip, bravo de tenir la barre dans ce climat qui est compliqué. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Salut.